Au cœur de la mêlée avec vous sur Sud Radio, bien sûr. Yoann Huget, Philippe Spanghero, toute l'équipe est réunie pour débriefer de cette 22e journée du Top 14. Le carton de Toulouse, on en parlera, surtout Yoann. La belle perf de Vannes dans le multiplex. La belle perf également de Clermont qui réintègre le top 6. Et puis, on parlera bien sûr de toute cette actualité, et notamment le rugby féminin avec cette Angleterre-France qui est en cours, la finale du tournoi destination féminin. On est prêt bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir Yoann, bonsoir Philippe. Bonsoir messieurs. Salut François, bonsoir à tous. Ouais, et bien sûr Alexandre, un petit point quand même sur ce match féminin, le crunch du tournoi destination. C'est la finale, voilà, le grand chelem est en jeu et les Françaises, elles sont revenues dans le coup. Ouais, dans la foulée effectivement de l'essai d'Alcroft, le doublé pour Arbet qui ramène l'équipe de France à 10 points seulement des Anglaises, et sur les 10 dernières minutes l'équipe de France jouit d'une possession de 70%, 38-28, 55e minute de jeu à Twickenham. Voilà, peuvent-elles le faire? Ça c'est l'une des question que l'on va se poser tout au long de au cœur de la mêlée. Tiens Yoann, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce qu'on a vu? Il y a eu un mauvais début certes, mais là elles sont à moins 10, possible ou pas? C'est à moins 10. J'aimerais qu'elles occupent un peu plus le terrain adverse. Elles jouent de beaucoup trop loin, elles se fatiguent, elles s'épuisent, et on le voit, chaque ballon tombé après c'est contre-attaque, et les Anglaises jouent parfaitement le coup à chaque fois. Mais c'est possible. Ouais, mais est-ce que c'est pas peut-être là aussi la solution, tenir le ballon pour pas, on va dire, affronter et subir les vagues anglaises, Philippe? Ouais, on sait que physiquement c'est toujours compliqué de jouer contre les Anglaises, mais honnêtement elles ont repris la main sur ce match psychologiquement, on l'a vu sur la possession. Donc ça déjà c'est rassurant, parce qu'à un moment du match on s'est dit mais l'écart finalement avec ces Anglaises on n'arrive pas à le résorber, puis finalement au fil du match on s'est un peu rassuré. Donc physiquement c'est sûr qu'on est un peu en souffrance, mais par contre avec la possession, quand on est derrière au score, il faut revenir. Donc il faut garder le ballon. Et pour ces Françaises, essayer de recoller, de mettre le doute à ces Anglaises, parce que là quand même dans la physionomie du match, dans le caractère, les Françaises sont en train de prendre le dessus. Allez, on va revenir sur le top 14, et bien sûr Alexandre, tu es là avec nous bien sûr dans le débat, mais tu nous tiens au courant et de ce fil rouge quand même avec ces Françaises que l'on espère capables de réaliser l'exploit. Cela fait depuis 2018 qu'elles n'ont pas battu les Anglaises. On est au cœur de la mêlée et on est au cœur des résultats. Rappel de ces résultats de la 22e journée pour ouvrir donc cette émission. Le carton du Stade Toulousain 52-6 dans le derby face au Castres Olympique. Succès à domicile de Clermont 39-31 face à Lyon. Succès également à domicile de Bayonne 27-22 face à Pau. Bonus défensif pour la section paloise. Succès de Montpellier 19-13 face à Perpignan. Succès bonifié de Vannes face à Toulon 29-19. Voilà les principaux enseignements au classement. Toulouse conforte sa place de leader, 79 points, 10 points d'avance sur Bordeaux-Bègles qui garde 2 points d'avance sur Toulon qui revient bredouille de Vannes. Vannes qui recolle à 1 point de Perpignan qui a fait 0 à Montpellier. La bonne opération de Clermont qui intègre le top 6 comme l'avait prédit Philippe Spanghero lundi dans les vraies voies du rugby. 48 points pour Clermont, 48 points pour Lyon, mais à égalité c'est Clermont qui est devant, donc qui réintègre le top 6. Que retiens-tu toi Yoann de ces résultats? On va parler bien sûr de Toulouse un petit peu plus tard, mais quand même de ce multi et des 4 résultats que l'on a vus aujourd'hui. Principalement la victoire de Vannes bonifié qui relance complètement le championnat du bas de tableau, et surtout le barrage avec une fin de saison alléchante. Ouais, alléchante pour des Vannetais qui l'ont emporté quand même 29 à 19. Les Vannetais peuvent-ils le faire? C'est la question que l'on se pose maintenant. 1 point de retard sur des Perpignanais qui ont un tableau difficile. On rappelle juste, Philippe, avant que je te donne la parole, le programme des Vannetais après cette victoire face à Toulon. Ils recevront La Rochelle, ils se déplaceront à Bayonne, ils recevront Pau et ils iront à l'UBB. Voilà les 4 dernières journées pour les Vannetais. Peuvent-ils s'en sortir, eux qui n'ont plus qu'un point de retard? Pour moi, c'est assez lié au derby parisien et à ce match entre le Racing et le Stade Français. Pas tant pour le Racing qu'on sent quand même un peu tiré d'affaire dans cette course au maintien,
même si comptablement c'est pas fait. Dans la dynamique, ils ont quand même 4 points d'avance sur le Stade Français. Mais pour moi, le club le plus en danger, on en a parlé lundi par rapport aux fins de tableau des différentes équipes qui jouent ce maintien, c'est le Stade Français. Et donc, en fonction du résultat du Stade Français, s'ils ne ramènent pas de points du Racing, pour moi, Vannes est capable de revenir et ça se jouera pour moi entre ces deux-là surtout. Ouais, effectivement. On rappelle juste le tableau du Stade Français. Déplacement à Perpignan après le Racing demain, mais déplacement à Perpignan, réception du Loup, déplacement à Clermont et réception du Castres Olympique. Voilà, ça fait partie quand même des situations difficiles. Toi, Johan, tu la vois comment cette fin de saison là, au couteau quand même entre des Vannetais qui sont ragaillardis par cette victoire bonifiée ce soir. Hein. Ouais, on a envie de croire au petit poussé qui se maintient et qui par leur jeu, ils nous, on est satisfait de ce qui se produisent. On le disait qu'ils n'allaient pas passer l'hiver. Là, au printemps, ils arrivent à bourgeonner. On a envie d'y croire. C'est beau. Maintenant, j'ai goûté le Spitzer qui dit, je le sens, il dit qu'il retardait l'échéance. Donc pour un coach, c'est assez bizarre de dire ça. C'est après la victoire. Tiens, retarder l'échéance, ça va pas être le cas de l'équipe de France. Hein. Pour l'instant, c'est en train de se corser là, Johan. Nouvel essai des Anglaises, Abby Dow qui vient de marquer un nouvel essai. Le bonus offensif est évidemment dans la besace. On est bien avancé dans le score. 43-28 pour l'Angleterre face à la France à Twickenham, 59 minutes. Ouais, Twickenham, c'est compliqué de bourgeonner. Mais en tout cas, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire au possible exploit, au moins de Vannes en barrage. Ouais, est-ce que c'est pas une communication juste externe et forcément pour protéger le groupe, tu penses? Ouais. Je sais pas parce que c'était juste après une réaction à chaud et voilà, il disait justement qu'ils avaient juste envie de faire un bon match, de savoir qu'ils étaient capables de rivaliser face à une très belle équipe toulonnaise. C'est ce qu'ils ont fait et pour lui, voilà, il disait qu'il repoussait juste l'échéance de quelques semaines. Donc voilà, est-ce qu'il protège son groupe de cette pression du maintien? À voir, mais est-ce qu'ils sont capables d'aller s'imposer à l'extérieur? On l'a vu, ils l'ont fait à La Rochelle quand ils étaient dans une mauvaise passe. Mais c'est sûr que pour rester en vie, il va falloir qu'ils gagnent à l'extérieur. Ouais, que Toulon ne parvienne pas à l'emporter à Vannes, Philippe, ça te dit aussi quelques limites du RCT? Ça montre encore une forme de fragilité, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas reconnu ce RCT par rapport au RCT qu'on a vu en Champions Cup contre Toulouse ou même au caractère contre Clermont avec un match qui était quand même un peu compliqué, notamment au début pour les Toulonnais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces Toulonnais, ils ont joué à l'envers, ils sont passés à côté de leur sujet. Les Vannetais ont été super réalistes et c'est vrai que c'est pas encore le moment du bilan pour Vannes, mais je vous écoutais parler et je me dis quand même que Vannes, tu buvais nos paroles. Tu nous écoutes, toi. Ouais, je bois vos paroles. Et donc, en buvant vos paroles, je me disais quand même, par rapport à cette course au bas de tableau et cette course au maintien, Vannes, si toutefois ils n'arrivaient pas à se maintenir, c'est quand même l'équipe qui peut nourrir le plus de regrets en termes de points laissés en route, quoi. Parce que j'ai en tête ce match, c'est le deuxième de la saison, je crois, où ils manquent de gagner au Stade Français. Ils font un très bon match au Stade Français. Ils ont au moins 2 ou 3 matchs à la maison qui leur échappent de pas grand-chose. Et puis, celui de Bayonne, quand on pense au premier match, c'est celui de Bayonne où ils doivent gagner et ils perdent ce match-là qu'ils doivent jamais le perdre. Ouais, celui de Bayonne, il y a l'UBB où ils mènent 29-3 à la mi-temps, je crois. Et aussi. Ouais, il y a aussi l'UBB vraiment où bon, même si l'UBB revient fort, ils n'arrivent pas du tout à gérer cette avance au score. Donc et puis surtout ils ont été capables d'aller chercher des points à l'extérieur plus que les autres équipes. Donc Vannes de toute façon a montré qu'ils avaient leur place dans ce top 14. Et encore une fois, sur la fin, en fonction du résultat du Racing Stade Français, ils vont pouvoir quand même y croire très sérieusement. Ouais, effectivement. On va suivre ça, bien sûr, et on va en reparler tout au long de la soirée. Dernière petite question quand même par rapport à ce multi. Est-ce que Clermont a désormais les clés pour rester dans le top 6 selon toi et a franchi un pas important aujourd'hui en battant Lyon et en laissant Lyon sans bonus défensif, sans points dans ce match, 39-31 la victoire? Johan? On le dit, hein, c'est une équipe qui est en reconstruction et il avait fait appel à cette nouvelle génération, Christophe Furios, en disant que c'était un match pour redorer un peu le blason des Clermontois.
Ils l'ont fait, mais je pense qu'ils ne se qualifieront pas pour cette année. Toi, tu vois La Rochelle, hein, ouais. tu disais ça lundi, donc tu vois La Rochelle faire un coup demain à l'UBB, tu changes pas d'avis. Non pas que j'ai des problèmes avec les Clermontois, bien entendu, mais je me sens plus aguerri, les Rochelais, plus aguerris pour aller chercher cette place qualificative. Ouais, Philippe. Je suis pas souvent d'accord avec toi, Johan, hein, mais là, pour le coup... Ouais, mais toi, on sait que t'es pas tout à fait neutre sur La Rochelle. Non, mais il aura peut-être un point de bonus pour le qui je suis, tu vois. Ouais. Là, ouais. Mais on va quand même reposer la question à Philippe, qui avait lundi d'ailleurs, on a fait un peu ce détail-là sur les prévisions, mais c'est vrai que Clermont dans le top 6, tu disais que le tournant c'était ce match face à Lyon, et quand on voit le calendrier, déplacement à Castres, réception de Perpignan du Stade Français et déplacement à Montpellier pour le reste de la saison de Clermont, saison de phase régulière, on se dit que l'ASM a son destin en main. Ben, l'ASM, pour moi, dans cette course au top 6 par rapport à ses concurrents directs, a le meilleur calendrier. Dans les dynamiques plutôt positives, pour moi, ça se valait avec le Loup, qu'on se sentait quand même assez rassuré sur ses forces. Et c'est vraiment La Rochelle que je mets de côté, parce que en effet, on a parlé du caractère rochelais pour être capable d'arracher ce match la semaine dernière contre Bayonne à domicile, qui a déverrouillé quelque chose, puisqu'il y avait plus de 100 jours sans victoire. Donc là, quand vous commencez à être dans cette spirale, ça devient très très compliqué d'en sortir. Ils en sont sortis. La vraie question, c'est est-ce que cette spirale est définitivement interrompue et qu'ils vont retrouver leur rugby? Parce que sur le papier, on est d'accord. C'est cette équipe de La Rochelle qui mérite d'être en top 6 par rapport aux deux autres de ses concurrents. Mais cette équipe de La Rochelle, on sent clairement que quelque chose est cassé et qu'elle est en reconstruction. Donc je sens vraiment que c'est une saison de transition pour eux et qu'ils seront peut-être pas capables mentalement de se remobiliser assez, parce qu'ils ont quand même 4 points de retard sur les autres. Il faut aller chercher une victoire de plus et je vois pas bien où ils vont pouvoir aller la chercher. Et les Clermontois, ils se sont imposés où cette année à l'extérieur? À Lyon. À Lyon? Merci de poser la question. Non, je pose une question, hein, c'est pas... Oui, non, mais c'est pour Philippe. Non, mais c'est vrai, Philippe, il a des théories, il faut les étayer après. Deux victoires à l'extérieur, cette saison de Clermont. À Lyon, 30-22 et à Vannes, 20-19. D'accord. Voilà. On est précis, bien sûr. On est là. On est sur le coup. Contrairement à Philippe. Et bien sûr. Et on va parler du match de 14h30. Parlez-moi business et voilà. Voilà. Bien sûr. Ah bah ça, dès qu'il y a des chiffres. Un petit point score quand même sur Twickenham, la finale du tournoi de destination féminin. Ah bah ça tombe bien, on va parler de chiffres. 43-28, 63e minute de jeu, 43 pour les Anglaises, 28 pour l'équipe de France. Les Bleus qui sont sur des phases défensives désormais. Gros plaquage à l'instant de Ambre Mwayemba qui a dû stopper Amy Keokane. Mais attention, hein, on est en train de souffrir depuis quelques minutes, François. 16 minutes à jouer du côté de Twickenham. Attention là, il faut pas trop se laisser aller. Ouais, c'était limite Kelly Arbet et touche à venir pour l'équipe de France à 5 mètres de son embut. Ouais, mais c'est vrai qu'elle ne respecte pas les consignes de Johan qui disait attention, portez le danger dans le camp adverse, parce que là elles subissent un peu trop dans leur moitié de terrain. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. On va reparler de ce Castres-Toulouse, ou en tout cas de ce Toulouse-Castres qui est tourné en démonstration du champion en titre. À tout de suite sur Sud Radio. De la mêlée, Yohan Huget, Philippe Spanghero bien sûr, qui sont là dans le studio, autour de la table bien sûr, Alexandre Priam, et qui est là avec nous et qui a un œil sur cette Angleterre-France qui n'a pas bougé pour l'instant. 43-28 pour les Anglaises. On est à moins d'un quart d'heure de la fin du match bien sûr, et retour sur ce Toulouse-Castres qui a animé le début d'après-midi sur l'antenne de Sud Radio et qui était au Stadium. Victoire des Toulousains 52-6. Pour en parler, bien sûr, Yohan Huget est là, vous aussi au 0826 300 300. Et on est ravis d'accueillir Rodrigo Capo Ortega, l'Uruguayen de Castres, mais enfin, il est maintenant plus castré que uruguayen. Salut Rodrigo, merci d'être avec nous. On rappelle quand même un petit palmarès, plus de 400 matchs avec le CO. Bonsoir Rodrigo. Bonsoir à vous trois. Et bien, content pour partager un moment avec vous. Ouais. Ouais. Donc voilà, merci pour l'invitation. Ouais, toujours un plaisir de t'avoir. D'abord, retour quand même sur ce match. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que tu as pu aller au stadium et comment tu l'as vécu? Non, je l'ai regardé de chez moi et bon après c'est vrai que ça fait mal, voilà, de perdre comme ça, mais bon il y a rien à dire. On a tombé sur un stade toulousain beaucoup plus fort que nous. Et notamment
Et au niveau des phases défensives, voilà, on a trop suivi et sur nos plaquages. On a vraiment raté les plaquages et voilà, on s'est très bien contre Toulouse quand tu te manques dans ce secteur-là, et bien, tu le payes cher. 7 essais inscrits par les Toulousains face à des Castrés qui n'en ont pas marqué. Voilà, c'était, je crois qu'il y avait 31-6 à la mi-temps. Il y a eu une certaine forme d'équilibre entre les deux mi-temps. Comment t'expliques l'écart, toi, Rodrigo, sur ce que tu as vu cet après-midi? Non, après bon, l'écart, je trouve que bon, on fait une petite un temps de match est presque correct. On arrive à être chez eux. Mais bon, après, comme je l'ai dit, des petites fautes des mains, des fautes de discipline. Et voilà, et on a permis à Toulouse, voilà, de mettre la main sur les ballons, de jouer leur jeu. Et comme je l'ai dit et tout à l'heure, et d'avoir manqué autant de plaquages, d'avoir suivi défensivement, et ben voilà, ça t'est cher, très très cher à la fin. Yohan Huget, parole quand même, voilà, à l'ancien du camp vainqueur, 52-6. J'ai l'impression que ça t'a fait plaisir. Non, je suis content de la victoire, bien entendu. Mais même moi, je m'attendais pas à voir cette opposition castraise en face. On a vu que le Stade Toulousain avait un peu remanié, avait fait démarrer un jeune à la mêlée, jeune Daroc, replacer Thomas Ramos en 10. Voilà, il y avait pas mal de mouvements. Et c'est pour ça peut-être qu'on a connu un début de match un peu compliqué où les Castrés eux sont bien rentrés dans la partie. Et d'une fois que voilà, ça jouait un peu dans le désordre, on n'a pas senti les Castrés comme d'habitude dans les rucks à ralentir les ballons comme ils ont pu. Alors peut-être que le Stade Toulousain a très bien joué sur les phases statiques au sol. Le temps en deuxième mi-temps leur a été plus favorable avec un peu de pluie, mais je les ai trouvés moins dans l'occupation, moins dans le jeu au pied. D'habitude avec Dumora qui prend le jeu à son compte sur le jeu au pied, a l'habitude de mettre les adversaires sur le reculoir, déjà par le jeu au pied. Après les avants font le boulot et voilà, ils n'ont pas réussi à tenir le ballon et c'était compliqué pour eux toute la partie. Ouais, Philippe Spanghero, Castres avait fait tourner, on peut le dire comme ça ou pas? Oui, il y avait un peu de turnover parce que il faut gérer la saison et puis il y a quand même cet objectif top 6 à maintenir du côté du CO. Mais c'est vrai que j'étais quand même surpris par cet écart, comme le disaient Yohan et Rodrigo. On a senti les Castrés quand même avec très peu de munitions face à ce Stade Toulousain et c'est vrai que bon, il y a eu beaucoup de défaillances au plaquage en première période. Toulouse a été vite dans l'avancée. Et puis au-delà de ça, comme le disait Yohan, sur les zones de ruck, qui est quand même un des points forts de cette équipe du CO, ils ont été incapables de ralentir les sorties de balles toulousaines. Et quand Toulouse joue à ce point en avançant, après ça devient compliqué. Donc on a vraiment senti à aucun moment les Castrés capables d'être dangereux. Je crois qu'en seconde mi-temps, ils ne sont pas allés une seule fois dans le camp des Toulousains. Juste le temps de... Les stats, elles sont folles en termes d'occupation. Ouais, juste le temps de revenir quand même sur ce match, mais quand même priorité au direct parce que les Françaises réagissent à Twickenham, Alexandre. Exactement, avec cet essai et avec la tentative de transformation. Il reste 6 secondes. Est-ce que ça passe entre les poteaux? Oh là là, quel coup de pied de Morgane Bourgeois. Ça passe, hein. Je suis pas fou et c'est ça, 43-35. Incroyable, il reste 9 minutes à jouer et il y a 8 points de retard pour les Bleus de David Ortiz et de Gaël Mignot. Ouais, vont-elles faire l'exploit? On leur souhaite. En tout cas, ça l'a fait depuis 2018 qu'elles n'ont pas battu les Anglaises, ces Françaises. Et cette Bourgeois transformée par Bourgeois. Points, mais peut-être qu'on pourrait leur accorder. Tiens, le mériterait, voilà. Cet essai à 8 points. Rodrigo, quand même sur ce que disent Yohan et Philippe, est-ce que toi tu as des choses à ajouter? Voilà, tu penses que les Castrés ont lâché entre guillemets, ils sont pas venus vraiment pour disputer ce match à fond complètement? Non, ça, je peux pas le dire. En fait, nous, on est compétiteurs et n'importe quel match, voilà, on voit avec toujours l'intention de gagner. Après, voilà, c'est vrai que et c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et Yohan et Philippe et moi, voilà, c'est la vérité. Et voilà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Philippe. Et on n'a pas arrivé sur les ballons des récupérations de Toulouse à ralentir les ballons. Donc voilà, on sait très bien que quand Toulouse il commence à mettre le volume de jeu, et voilà, c'est très compliqué.
En plus, voilà. La percée de Marine Ménager, la transmission pour Johanna Grisé, on a failli assister à un essai incroyable de l'équipe de France qui a été stoppé à 10 mètres de l'embut. Oh, Marine Ménager qui a failli donner ce ballon à Johanna Grisé, c'était l'essai tout fait pour l'équipe de France qui est toujours menée 43-35. On était très très proche d'un moment historique. Deux contrats à faire, tout simple, et manger. Et le pied en touche de Marine Ménager, effectivement. 43-35, 7 minutes à jouer à Twickenham. Pardon de nous avoir coupé. Ouais, mais c'est effectivement les 8 dernières minutes peut-être les plus folles que vit le rugby féminin depuis bien longtemps. Rodrigo, pardon, mais on te redonne la parole sur ce match. Donc effectivement, tu rebondissais sur les propos de Philippe. Oui, exactement. Après, voilà, comme je le dis, voilà, on a tombé sur une équipe meilleure que nous. Il faut l'accepter. Et voilà, dans la vie, on perd jamais, on gagne, on apprend. Voilà, il faut se servir cette défaite pour bien préparer les matchs prochains, que c'est clairement à la maison. Et voilà, et atteindre notre objectif, voilà, c'est pouvoir se qualifier entre les 6 premiers. Johan, on sait qu'il y a un contexte quand même. Le décor a été un peu planté, des déclarations un peu bien ciblées de Hugo Mola par rapport à cette histoire de Jaminet, où on sent que Toulouse est un petit peu la cible d'attaque, et notamment peut-être de celle du Castres Olympique. Est-ce que tu as senti que ça avait pesé dans la motivation des Toulousains aujourd'hui? Non, c'est un contexte totalement différent entre deux présidents ou anciens présidents de la Ligue, mais en tout cas les joueurs, comme a dit Julien Marchand à la fin, voulaient faire un beau match pour continuer à garder leur avance, pouvoir profiter aussi aux jeunes de s'exprimer, et voilà, le contexte est planté hors terrain, et ça n'empiète en aucun cas là-dessus. Les joueurs arrivent à faire la part des choses. Ça reste un derby, ça reste engagé, mais hors contexte, ça reste avant tout du sport. Ouais, il n'y avait pas, selon toi, Philippe, aussi de la volonté de marquer le coup aussi sur ce dossier-là? Je pense que dans les vestiaires, vous savez, tous les leviers sont bons, donc certainement que Hugo et son staff en ont usé un peu pour piquer les joueurs, même s'ils n'ont pas besoin de ça. Je pense que ça a été évoqué, mais après, pas plus. En tous les cas, pour faire une parenthèse là-dessus, c'est vrai que moi, je suis assez attristé quand même de voir les relations qui se sont délitées entre Toulouse et Castres, parce que il y a toujours eu beaucoup de concurrence et même d'âpreté sur le terrain, mais il y a quand même eu de très très bonnes relations entre Pierre-Yves Revol et Didier Lacroix, beaucoup de respect mutuel, et je le sais. Et puis il y avait une relation quand même très particulière entre Hugo et Pierre-Yves. Donc voilà, j'espère juste que quand tout ça sera passé, ils retrouveront quand même un peu de hauteur, parce que je trouve pas vraiment ça à leur niveau. Ouais, Rodrigo, sur ce sujet, est-ce que tu penses que ce contexte extrasportif a pesé sur la motivation notamment des Toulousains? Oui, après, comme Philippe, tous les sont bons. Mais bon, après, quand on est joueur, en tant que joueur, je pense qu'il y a des choses qui vont nous motiver plus qu'en fait, voilà, des problèmes qu'il puisse avoir, voilà, entre présidents et entre institutions. Et des fois, voilà, il faut apprendre à faire la part des choses et rester à sa place. Voilà. Qu'est-ce que tu vois, toi, Rodrigo, sur la fin de saison de ces Castrés? Ils sont 5e là avec 53 points. Il y a Clermont qui est derrière avec 48 points. Bayonne a pris un petit avantage ce soir. C'est quoi l'objectif, toi, de Castres pour cette fin de saison, et comment tu vois cette fin de saison? On rappelle, réception de Clermont, déplacement à l'UBB, réception de l'Aviron Bayonnais, déplacement au Stade Français pour les 4 derniers matchs du Castres Olympique. Non, je pense que je viens de le dire. En fait, on a le système dans nos mains. Et voilà, déjà, et le week-end prochain, on a une vraie réception en recevant Clermont. Clermont, ils vont venir ici, voilà, à la recherche des points, et pour pouvoir et se rapprocher de plus en plus entre les 6 premiers. Mais bon, après, tout ça passe par nous. Et quand tu es maître de ton destin, et ben, voilà, c'est plus simple. Après, voilà, notre objectif, c'est sûr, voilà, c'est pouvoir finir entre les 6 premiers et pouvoir se qualifier pour les phases finales. Est-ce que tu peux quand même avoir un petit mot de réconfort pour notre réalisateur Quentin Cabanis, qui est le plus castré des réalisateurs, un supporter du CO qui vient parfois avec son maillot. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais peut-être Rodrigo, tu peux peut-être nous aider.
Ah, pardon, j'ai pas entendu, ça s'est coupé. Même ça, il a du mal. Très bien. C'est pour ça aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Je cherchais ton soutien pour essayer de remonter le moral de Quentin, notre collègue et réalisateur, animateur, qui est supporter du CO et qui était un peu triste depuis ce début d'après-midi. Mais bon, écoute, perdre une bataille, c'est pas perdre la guerre. Là, on a un match le week-end prochain, clairement. Voilà, il faut être nous, et voilà, on en a besoin. Et voilà, il reste encore du chemin. Ouais, tu vois, tu l'as revigoré là. Il a un grand sourire. Je te remercie, Rodrigo Capo Ortega, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Merci. Toujours un grand plaisir de t'avoir avec nous. Également. Et on te dit à très bientôt sur notre antenne. Allez, à bientôt. Ciao. Juste un petit point avant de faire la petite pause sur Angleterre-France, Alexandre. 43 pour l'Angleterre, 35 pour l'équipe de France, 77e minute de jeu, la touche pour les Anglaises qui rentrent dans les 22 mètres de l'équipe de France. C'est bouillant, François. Là, on est plutôt sur une période d'inquiétude pour les Bleus. Ouais, 3 grosses minutes à jouer dans ce match. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite d'Au cœur de la mêlée. Vous nous appelez bien sûr au 0826 300 300. Rio. Allez, place au direct avec le crunch. Oh là là, l'essai de Johanna Grisé, incroyable! À la 79e minute de jeu, on est très très près d'être un essai de légende. 50 mètres parcourus, un premier plaquage cassé, un deuxième plaquage cassé et un rafut main droite pour l'ailière de l'équipe de France. 43-40, il reste 45 secondes au tableau d'affichage, faut transformer en urgence et avoir le dernier ballon de la possession. Incroyable fin de match du côté de Twickenham. Analyse de Yohann Huget quand même sur ce beau travail de Johanna Grisé. Non, magnifique. Elle change de ballon de sens pour mettre le raffut sur le dernier adversaire. Et voilà, il faut qu'elle se dépêche de transformer pour avoir cette dernière transformation. Et ça passe pour Morgane Bourgeois. Ça passe entre les poteaux. Allez, dernier ballon à jouer, 43-42. Il reste 20 secondes à Twickenham pour la finale du tournoi destination féminin. 43-42, Philippe Spanghero. Vraiment, on rappelle qu'il y avait 31-7 à la 20e minute dans ce match. Et le coup de pied de renvoi qui va être tapé, François. Le coup de pied de renvoi avec c'est le temps qui s'égrène. Alors on est sur des ralentis. Le coup de pied de renvoi, les Anglaises ne se replacent pas. Ça c'est quand même dingue. Le chrono qui continue de tourner. Ça va donc être le dernier coup de pied de renvoi. Ça va être les Françaises s'agacent. Les Françaises s'agacent véritablement de voir les Anglaises faire tourner le chrono là maintenant depuis 35 secondes. Le ballon est dans les mains des joueuses du 15 de la Rose. 80 minutes et 12 secondes. L'essai a été marqué il y a plus d'une minute 30. Et on attend. Elle fait rebondir 10 fois le ballon sur la publicité au centre du terrain, la joueuse anglaise, et c'est renvoyé très très loin. Énorme renvoi, très impressionnant ce renvoi, et c'est renvoyé par l'arrière. Non, il n'y a pas d'en avant. En avant à la réception. Et c'est terminé. Oh là 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 là. Ah oui, comment ça peut se terminer ainsi? Terrible. Ouais, c'est terrible. 43-42, score final incroyable. Oh la baffe. Scénario, voilà. Alors c'est sûr qu'il y avait cette balle de match là qui a été un peu gâchée sur ce dernier renvoi, mais c'est quand même un résultat absolument incroyable. 43-42. On va faire si elle met le renvoi directement en touche, c'est fini aussi. Je sais pas pourquoi attendre le renvoi. C'est vrai, mais voilà, c'est vrai qu'on va avoir des regrets, même si elle est porteuse d'espoir, cette défaite. Première réaction avec Philippe Spanghero quand même sur cette performance des Françaises qui, comme je te le disais tout à l'heure, il y a eu 7 essais anglais, 6 essais français, mais à la 20e, il y avait 31-7 pour les Anglaises. Ouais, quelle fin de match cruelle, parce que honnêtement, je le disais, mais sur l'entame de match et la première mi-temps, globalement, enfin les 25-30 premières minutes, on se disait qu'on se demandait ce qu'il fallait faire pour que le rugby français raccroche le wagon. On sentait une division d'écart. Et puis petit à petit, les Françaises ont commencé à y croire, à tenir le ballon. Elles ont inversé un peu la dynamique dans ce match jusqu'à revenir. On pensait qu'à 43-28, là, les Anglaises avaient fait le break, et au caractère, elles sont revenues jusqu'au bout. Donc la fin de match est assez terrible, mais bon, le résultat final s'explique pas que par cette dernière action. Mais en tous les cas, par contre, c'est quand même plein de promesses, parce que on se rend compte qu'on n'est pas si loin de ce rugby anglais qu'on le pensait,
et que ces Anglaises, elles sont battables. Voilà, les essais de Arbez, Bourdon, Sansus, Ménager, énorme Bourgeois aussi. Bourgeois et cet essai, les transfos. Cet essai de Johanna Grisé qui aurait pu être un essai de légende, tu le disais Alex. Comment elles sont, nos Françaises? Elles doivent être un peu sonnées, là, 43-42 le larmes score. aux yeux, les pleurs sur la pelouse de Twickenham. Alors oui, elles ont salué les Anglaises. C'était un match à très très forte émotion. Tout à l'heure sur le carton jaune, on a vu une joueuse de l'équipe de France arriver. Je crois que c'est Ileana Brosseau qui est arrivée au bord du terrain. Elle était en larmes au moment d'attendre durant le carton jaune. On sentait non, c'est Ralfaoui, c'est Assia Ralfaoui qui était en larmes en première période quand elle a pris son carton jaune. On sentait qu'il y avait une charge émotionnelle énorme durant cette partie, et terminer à un point, c'est à la fois très cruel et c'est à la fois plein d'espoir, parce que c'est par le jeu que l'équipe de France a fait flancher véritablement les Anglaises. C'est en jouant un jeu que les Anglaises ne produisent pas. C'est en plaçant le jeu en dehors du terrain des Anglaises. Donc les Anglaises qui sont très fortes sur la puissance, sur la conquête, nous, eh bien, on a choisi le jeu, et avec le nombre d'essais marqués à Twickenham, eh bien, c'est de très très bon augure pour la Coupe du Monde qui arrive. Ouais, Coupe du Monde en 2025, effectivement, qui aura lieu en Angleterre. Voilà, pour vivre cet après-match aussi de cette finale du tournoi féminin, on est ravi d'accueillir Annick Hérault, ancienne coach de l'équipe de France féminine de 2011 à 2014, de 2016 à 2022. Bonsoir Annick. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct. On imagine qu'il doit y avoir de la déception parce qu'elles sont quand même passées à un point d'un exploit majuscule, là, les Françaises. Oui, parce qu'effectivement, si on gagnait ce match, c'était un exploit, parce que on n'a pas eu un tournoi fantastique. C'est vrai que je pense que du coup, il y a beaucoup de déceptions. Après, si on va chercher un petit peu plus loin quand même, elles sont quand même très fortes, ces Anglaises. Elles ont mis un temps en place sur chaque ballon quand même. Je les ai trouvées très très fortes. Oui, les Françaises, on en a parlé lundi avec l'un des co-sélectionneurs, David Ortiz, qui nous disait qu'il fallait lâcher prise, ou en tout cas se lâcher sur ce match. Elles l'ont réussi qu'après 20 minutes, on va dire, nos Françaises. Oui, parce que je pense qu'elles avaient un peu aussi l'appréhension de prendre une volée. Je crois qu'il faut pas se voiler la face, parce que vu les matchs précédents des Anglaises, je crois qu'on avait un petit peu peur de ça. Donc au début, elles ont été un petit peu timides, et puis plus le temps a passé, elles ont vu qu'effectivement elles pouvaient marquer, et je crois que ça a redonné confiance au groupe, et après les filles se sont lâchées. Et puis je crois qu'aujourd'hui, on a une fille comme Johanna Grisé qui sauve un petit peu la patrie malgré la défaite, mais qui aujourd'hui prouve qu'elle a toute sa place dans cette équipe, quoi. Oui, que l'on connaît aussi en tant que settiste, voilà, qui est une athlète extraordinaire, joueuse de rugby, voilà, qui montre aussi sa place à 15. Peut-être Johan avec Annick Hérault, Johan Huget. Oui, bonsoir Annick. Je te rejoins exactement sur ce que tu disais, c'est que on a frôlé l'exploit, certes, mais ça manque de maîtrise. On a l'impression que c'est une équipe à réaction. Elles attendent d'être menées, puis après elles reviennent, elles reprennent un essai derrière. Ça a été ça tout le match, jusqu'à ce que cette dernière action nous donne espoir qu'elle puisse faire cet exploit. Mais sincèrement, on est encore un petit peu loin de cette équipe anglaise qui performe depuis maintenant 4 ans sur la scène internationale. Ouais, mais Annick, avec Johan Huget. Oui, moi je te rends complètement. Je pense que nous, on n'a pas un jeu structuré comme les Anglaises ont. Quand tu vois les essais qu'elles ont marqués, tout est construit. Il y a pas de hasard dans ce qu'elles font. Alors que nous, on a eu des joueuses aujourd'hui qui ont fait des exploits individuels, mais dans la construction, je pense qu'on n'est encore pas au niveau des Anglaises. Comment tu l'expliques, Annick, puisque tu suis le rugby de club, l'élite féminine. Comment tu t'expliques cet écart, en tout cas? Je pense qu'encore aujourd'hui, il faut encore donner plus de moyens aux filles. Quand on voit notre championnat, le championnat anglais, c'est pas la même chose. Quand on voit les joueuses à 15 là, qui ont encore du mal avec les jeunes pour les intégrer et tout ça, parce que faut des structures, faut donner des moyens aux joueuses. Voilà, je crois que c'est encore ça. Le problème aujourd'hui, on a des filles qui sont toutes en train de bosser
à côté ou faire des études, et c'est compliqué parce que si tu t'entraînes tous les jours, forcément tu progresses. Mais au bout d'un moment, je crois que beaucoup de nations ont compris ça, beaucoup de nations ont beaucoup progressé, et que nous, on a encore du mal un petit peu à avancer, je crois. Autant à un moment donné, je pense qu'on avait pris un petit peu d'avance, on était vraiment très proche de ce qui se faisait le mieux. Et puis là, j'ai l'impression que nous, on est resté à notre niveau et que les autres nations poussent, quoi. Oui, les autres nations. Oui, avec le système anglais professionnalisé, Nick. Oui. Après, faut comparer ce qui est comparable aussi, c'est que les autres, elles ont surtout la chance que tous les clubs sont dans la banlieue de Londres. Donc, un rassemblement, en 1 heure, tout le monde est là. Nous, en France, il nous faut déjà une journée pour monter à Paris, par exemple. Oui, c'est que des petites choses, mais c'est ça aussi, quoi. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes structures, mais je crois qu'ils ont beaucoup mis de moyens aussi. Alors que nous aujourd'hui, l'élite, par exemple, on sait qu'on a 4 clubs en haut et que le reste c'est beaucoup plus compliqué. Voilà, je crois qu'il faut encore mettre plus de moyens sur les joueuses. Oui, depuis la Coupe du Monde 2022, 2021, mais disputée à l'automne 2022, on voit quand même que les Anglaises ont régénéré un peu leur effectif. Il y a eu quelques retouches aussi côté français, mais qu'en est-il, Annick, de la nouvelle génération de ces joueuses ? Est-ce qu'on a du talent et un vivier prometteur ? Je pense qu'effectivement, on a un vivier prometteur. Quand on voit les moins de 20 ans, les moins de 18 là, qui étaient à Vichy, qui ont mis 50 ou 60 pions aux Anglaises. Donc ça veut bien dire quelque chose. Je crois que ça fait des années que ça dure, que nos jeunes battent régulièrement les Anglaises. Les moins de 20, elles ont perdu une fois sur peut-être 10 ans. Il me semble, je dis un petit peu, mais c'est à peu près ça. Et que nous, les seniors, depuis 2018, on a été proches, encore comme ce soir, mais on gagne pas. Donc, je crois que c'est vraiment là qu'il faut mettre des moyens. Faut vraiment trouver des leviers pour permettre aux filles de les mettre encore dans de meilleures conditions et avec encore plus d'entraînement. Parce que quand on voit que les Anglaises, elles avaient leur tour de contrôle, c'était Scarratt. Aujourd'hui, Scarratt, sur le tournoi, elle a joué et elle a été remplaçante. Et aujourd'hui, elle est même pas sur la feuille de match. Alors que c'est elle qui organisait tout. Ça veut dire qu'eux, ils sont capables d'intégrer des joueuses et tout de suite qui sont dans le moule. Oui. Et qui poussent certaines filles que... Voilà. Et aujourd'hui, nous, on n'a pas encore cette capacité-là. Je pense. Après, je pense qu'ils font tous un petit peu pour le mieux. Mais... Tout à fait. Le rugby français, on rappelle le score si vous nous joignez sur Sud Radio, 43-42. L'Angleterre l'a emporté, mais vraiment les Françaises ont été héroïques malgré un début de match difficile, chaotique même pour les Françaises qui étaient menées 31-7 au bout de 18 minutes. Oui, Alexandre. Les mots à l'instant de Johanna Griset auprès d'Inès Irigoyen pour France Télévisions. On a eu un terrible trou d'air de 20 minutes en première période et après on a montré qu'on pouvait pas seulement rivaliser mais même être meilleur dans le jeu face aux Anglaises. Ce sont ses propos. Il faut qu'on joue, il faut pas qu'on ait peur de jouer. C'est comme ça qu'on arrivera à progresser et à être bon cet été. Évidemment, référence à la prochaine Coupe du Monde au retour de l'été. Donc voilà ce que disait Johanna Griset il y a quelques instants auprès du diffuseur France Télévisions. Ouais, Philippe Spanghero avec Annick Hérault peut-être pour une réaction ou une question, Philippe. Oui, une question. Bonsoir Annick, en t'écoutant, c'est vrai qu'on focalise vraiment toute l'attention sur ce rugby anglais chez les filles parce que c'est celui qui sert de modèle, mais quelle est la réalité du niveau mondial aujourd'hui et des équipes qui peuvent venir ne serait-ce que toucher la France? Parce qu'on sent quand même que pour que ce rugby soit attractif, il faut qu'il y ait une forme de compétitivité qu'on ne voit pas trop parce que les Anglaises surnagent, mais même au-delà pour la deuxième place, on sent que dans la hiérarchie, il y a l'Angleterre, la France, et qu'après, il y a encore un fossé avec les autres nations. Donc, quelles sont les nations qui poussent vraiment derrière et qui se structurent comment, selon toi, doit évoluer ce rugby féminin pour qu'il y ait une émulation quand même qui rende le produit encore plus attractif? Alors au niveau européen, c'est vrai que l'Angleterre est largement devant et derrière la France, mais on voit l'Italie qui progresse. Toutes les saisons, elle progresse. Là, on a quand même eu quelques frayeurs contre les autres la semaine dernière. C'est pas très vieux. Faut pas l'oublier. Après, je crois que au niveau mondial, il y a la Nouvelle-Zélande, mais je crois que toutes les nations, parce que si on regarde tous les matchs qu'on a pu faire, on se rend compte que on joue de moins en moins. Là, moi, ça me fait hyper plaisir d'entendre que Johanna Griset a dit il faut qu'on joue,
parce que il me semble qu'on manque beaucoup d'animation dans notre jeu. Moi, je pense que si on veut continuer à que le rugby féminin puisse attirer des jeunes joueuses, puisse attirer du public, les médias, il faut faire du jeu. Je crois que ça passera par là. Et effectivement, là, ce soir, les filles se sont lâchées. Et là, on a vu des choses intéressantes. Et je crois que ça passera vraiment par là. Parce que je crois que les filles, en plus, aiment le jeu. Je crois que c'est pas notre philosophie, en tout cas c'était pas la mienne de faire du jeu à une passe. Et je crois qu'il faut travailler sur ça en vue de la prochaine Coupe du Monde. Après, moi, c'est mon regard bien évidemment extérieur. Les sélectionneurs ont peut-être une autre façon de voir les choses. Ils ont une réalité d'un groupe que moi j'ai pas. Hein. Mais je pense que ça passera par le jeu. Eh ben voilà, c'est une belle phrase de fin, parce que c'est vrai que c'est le jeu aussi qui a permis ce résultat fou, 43-42 pour l'Angleterre. Annick Hérault, merci d'avoir été en direct avec nous sur Sud Radio, ancienne coach de l'équipe de France féminine, donc 2 fois en 2011 et jusqu'en 2014 et 2016 et 2022. Bon, merci Annick, et à très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. Dans un instant, on va se retrouver pour bien sûr conclure cette émission avec un jeu de culture générale rugby. Voilà le fameux Qui je suis. À tout de suite.